Bonjour à toutes et à tous aussi. Bienvenue sur ce nouveau chat vidéo des laboratoires Gallia, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Hervé. Thierry Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien et vous êtes chef du service maternité des Diaconesses Saint-Simon à Paris 12e. Oui, juste à côté. Voilà, et vous êtes également président du réseau Solipam, Oui. Solidarité Paris Maman, qui prend en charge les femmes enceintes en situation de très grande précarité à Paris. Exactement, même en Ile-de-France maintenant, Île-de-France. puisqu'on est passé directement sous tutelle francilienne et pas uniquement Paris intramuros. D'accord. Alors on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet Avec plus plaisir. tard dans le chat, mais pour l'instant, vous allez répondre à une future maman qui est Laetitia 6788, qui est en début de grossesse. C'est une mensuration ou c'est le... Je ne sais pas, c'est son pseudo en tout cas, et qui dort peu, voire pas du tout, et qui se demande si c'est normal. Alors, tout dépend à quel moment de la grossesse elle se trouve. Alors elle dit en début, mais sans préciser. Le début, c'est normal. Ça fait partie des signes, entre guillemets, sympathiques de grossesse avec une insomnie. Et c'est très pénible de temps en temps pour le conjoint, puisque 20 h, vous avez une grosse envie de dormir. Donc, vous êtes sur le canapé, votre mec rentre du boulot, vous n'avez pas envie de discuter avec lui parce que vous dormez. Et puis, finalement, vous allez vous coucher comme une mémé à 21 h. Puis, à 2 h du matin, c'est plein phare. Et puis après, vous avez du mal à vous rendormir. Et puis après, il est 6 h du matin, le réveil sonne. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher et de ne pas partir au boulot. C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il y a des choses à base de plantes légères. Mais attention, toutes les plantes ne sont pas équivalentes. Je vous rappelle qu'un dénommé Socrate, on lui a tendu un verre en disant « bois, c'est des plantes ». Ça n'a pas très bien fini. Non. Donc, Il a dormi pour le coup. Il a dormi profondément et définitivement. Donc, Voilà. c'est bien. Donc, ça fait partie des signes sympathiques de grossesse. Après, au fur et à mesure que la grossesse va se passer, le sommeil va revenir, pas revenir, avec à la fin, pour celles qui ont déjà fait des enfants, les 2 derniers mois, vous ne savez plus dans quelle position vous installer entre le traversin, les coussins, il fait chaud, il fait froid, j'en ai marre, je suis sous la couette. C'est la vraie vie. C'est pour ça, respect les nanas enceintes. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, Non. à prendre des plantes. Ouais, pour prendre rien, prendre un bouquin, découvrir la Ouais. programmation sur les chaînes françaises avec le quota de fiction française que vous redécouvrez. Prendre son mal en patience. Ouais, et son mal en patience à côté. Ouais. Voilà, et ça dure le premier trimestre, C'est variable. et ça C'est- revient à la fin ou C'est vrai, c'est pas les mêmes insomnies. C'est-à-dire que là, à la fin, La c'est fin, pas, c'est physique, c'est pas une insomnie. ouais. Voilà, au début, vous avez des troubles du sommeil. Voilà. Il y a l'homéopathie peut aider, il y a plein de choses. L'acupuncture peut aider, mais il faut éviter, en tout cas dans les 3 premiers mois, voire même, je crois que c'est valable pour toute la grossesse, de prendre des médicaments inutiles. Tout ce D'accord. qui rentre dans le corps d'une femme est métabolisé et peut être incorporé ou pas dans l'embryon à des différentes phases et avoir des retentissements sur sa croissance, sa maturation et sur le futur. Donc plutôt méthode douce. Si on doit faire quelque chose, Non, et d'où, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse pour la méthode douce. L'acupuncture, si vous en avez déjà eu, ça pique, Oui. ça fait mal. Donc, est-ce que c'est très doux d'avoir des aiguilles qui se plantent en vous? J'en sais rien. mais il n'y a rien qui passe dans l'organisme. Non. Donc c'est déjà ça. Alors une autre question d'Aurore. Est-il vrai que des cycles de 35 jours sont plus souvent associés à une ovulation de mauvaise qualité? Non, c'est complètement faux. La qualité de l'ovulation, on la connaît en fonction de la deuxième partie de cycle. Si elle a des cycles de 35 jours, ça veut dire qu'elle a une ovulation qui n'a pas lieu au 14e jour, mais plutôt au 21e. Et vous faites 21 plus 14, vous arrivez à 35. Donc s'il y a une ovulation régulière au 21e jour, son ovulation est parfaite. Ce n'est pas une mauvaise qualité. Par contre, c'est intéressant de le dire lorsqu'elle va démarrer une grossesse. D'ailleurs, on pose tous cette question. On demande la date des dernières règles et on demande la longueur des cycles. Et là, quand les cycles ne sont pas réguliers à 28 jours, on fait faire une écho souvent un petit peu plus tôt. On cale le début de grossesse et après tout va bien. Non, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Mais une ovulation tardive n'est pas forcément une ovulation de moindre qualité. Ce n'est pas qu'elle est tardive, c'est que le temps pour arriver à fabriquer le follicule mature va être plus long. Ça va être plus long, ouais. C'est tout. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Mais ce n'est pas mauvais signe Non, du tout. non, il y a plein de- Il ne faut pas que ça Il y a l'inquiète. plein de femmes qui ovulent sur des cycles réguliers à 35 jours, c'est super. Pas de problème. Après, les rapports fécondants, ils ont lieu vers le 21e jour du Alors, cycle. Donc si elle dit j'ai plein de rapports au 14e jour, j'ai épuisé mon homme et Oui. après on ne tient plus le coup jusqu'au 21e jour, si elle n'est pas enceinte, il faut C'est peut-être qu'elle normal que ça consomme son marche jus pas. un peu plus tard. D'accord. Alors Camille aimerait savoir quand on commence à sentir bébé pour une première grossesse, sachant qu'elle entre début décembre dans le 5e mois. Ça va pas tarder. 5e mois, c'est Premier bébé, 5e mois. Donc les mouvements actifs, c'est 4 mois et demi pour un premier.
4 mois et demi. Donc D'accord. 4 mois et demi, c'est quand on est bien dans le 5e mois. D'accord. Okay, le premier mois, il va de 0 à 1. Oui. C'est comme un escalier. La grossesse, c'est 9 escaliers. Vous accouchez de temps en temps à 9 mois et 1 ou 2 jours. Donc c'est sur les premières marches du 10e mois. Donc elle est au 5e mois, donc elle a 4 mois et quelques. Ça ne devrait pas tarder. Non, souvent ce qui se passe, c'est qu'elle va le sentir bouger en sortant de l'échographie du 2e trimestre, comme par hasard. D'accord. Quand elle saura que tout va bien. Ouais. Et quand elle fera son 2e, son 3e, son 4e, elle va retrouver des mouvements qui finalement sont les mouvements de son bébé, et ce à partir de 3 mois et demi. Peut-être qu'elle le sent déjà bouger, mais qu'elle ne sait elle pas le que sent, c'est ça. mais elle ne sait pas que c'est ça. Elle pense que c'est les boyaux, les gaz, les trucs. Les bulles, les fameuses bulles. bulles. Ça fait comme des bulles à la surface du champagne. Exactement. Mais on ne boit pas de champagne pendant la grossesse. Ah non, même pour Noël. En vrai. Alors, soyons gentils. Pour Noël, si on peut, pas au premier trimestre, là, vaut mieux pas, mais du champagne, du bon, dans des flûtes, pas dans des coupes, s'il vous plaît. Et une flûte de champagne, ça va aller tout seul. Mais voilà, point. Mais on s'arrête là. On s'arrête là, de même que pendant l'allaitement, on peut boire avec modération juste après la tétée. Mais avec modération. Et quand vous dites premier trimestre, c'est jusqu'à l'écho de 12 semaines ou c'est plus tard? Le premier trimestre, comme son nom l'indique, dure 3 mois. Donc c'est 3 mois. Donc 3 mois révolus. L'échographie dite du premier trimestre, elle a lieu pendant le premier trimestre, elle a lieu à 2 mois et demi. D'accord, mais ce n'est pas cette échographie-là qui marque la fin du premier trimestre. Non, c'est 15 semaines d'aménorrhée, 13 de grossesse. C'est facile. Vous allez y arriver. Ah oui, moi je ne suis pas concernée, mais j'espère qu'elle va y arriver, elle. Ouais. Alors, question de Julie. Bonjour docteur, je suis enceinte de 5 mois et demi. L'accouchement est prévu pour le 12 mars et je stresse un peu sur le déroulement des contractions. Sinon, je passe une superbe grossesse, pas une nausée, juste fatiguée. Elle précise qu'elle a eu du mal à tomber enceinte. Elle a dû prendre Clomid et Dufaston. Alors, tomber enceinte, j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal le jour où elle est tombée enceinte. C'est mon premier semestre d'internat. J'ai fait comme tous les bébés docteurs. J'ai dit au patron, elle est tombée enceinte. Et là, j'ai eu le patron qui m'a regardé droit dans les yeux en disant, j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. C'est vrai que l'expression n'est pas très jolie. C'est nullissime. Donc, on la raye. Donc, réponse, on ne dit pas je suis tombée enceinte. Qu'elle a eu besoin de Clomid? Ouais, de temps en temps, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Qu'on lui ait mis un peu de Dufaston. Bon, le Dufaston, ça sert ou pas. Le Clomid a permis qu'elle soit enceinte. Donc, c'est pas... Maintenant qu'elle est enceinte, c'est facile. Après, quel stress, oui, et alors? Donc après, tout dépend de si elle a un déroulé de grossesse qui est bien, qu'elle n'a pas d'hypertension, pas de prise de poids excessive, que c'est un enfant qui se présente normalement. Elle va accoucher normalement. On est dans un pays normal, dans une maternité, elle accouche dans une maternité normale, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de raison d'angoisser plus que ça. Non, sauf si elle a une pathologie autre, et puis il n'y a pas de psychogénéalogie. C'est pas parce que la sœur, la cousine et la grand-mère ont une césarienne que la concierge est tombée dans l'escalier qu'il va lui arriver tout ça. Alors, une question de Blandine. Je suis sous Clomid, encore lui, depuis 6 mois. Ouais. Ce mois-ci, dernier mois de traitement. Comment faire pour être enceinte ce mois-ci? Quelle fréquence de rapport pendant la semaine favorable? Avec l'Ovitrel, est-ce qu'on est sûr d'être enceinte? Elle, entre parenthèses, fixer le jour de l'ovulation. Et quelle position elle est mieux? Et elle précise, ma fille va avoir 3 ans. Donc, elle a déjà un enfant. Alors, on va essayer de faire simple pour répondre à la question 1. Des astuces pour tomber enceinte? Non, les astuces, c'est d'avoir des rapports. Mais sinon, habituellement, on ne prescrit pas de Clomid pendant plus de 3 mois. D'accord. Fin de la première question. Au bout de 3 mois, on fait une pause. Donc, à partir du moment où il est prescrit correctement, soit un comprimé la première fois, soit 2 comprimés pendant 5 jours après. Si ça ne marche pas, il faut savoir se poser la question, est-ce le bon traitement? Donc, il y a 2 questions. La première, c'est de changer de personne qui s'en occupe. Ce n'est pas très déontologique, mais de temps en temps, peut-être qu'il faut changer de façon de faire. L'autre façon, c'est de faire un break et de voir s'il y a vraiment besoin d'une stimulation de l'ovulation ou de voir si la raison pour laquelle elle n'ovule pas n'a pas une autre raison médicale. Il y a d'autres traitements que de la stimulation. Il y a de temps en temps une histoire de résistance à l'insuline. Il y a d'autres choses à prendre en charge. L'Ovitrel, ça déclenche l'ovulation, on fait ça en fonction de l'écho, en fonction de la taille du follicule, et normalement l'ovulation a lieu à peu près 36 heures plus tard. Quand nous qui faisons de la PMA, puisque je coordonne un service dans lequel il y a de la PMA, l'injection d'Ovitrel a lieu l'avant-veille au soir. Donc vous avez votre injection, mettons un lundi soir, et vous allez avoir votre ponction le mercredi matin, 36 heures plus tard, pour synchroniser avec le sperme de son bonhomme. L'autre chose, on n'est pas obligé d'avoir des durées d'abstinence. Les gens peuvent avoir des rapports tout le temps. Il faut arrêter de dire il faut que mon mari s'économise. Au pire, il est fatigué, mais ça s'arrête là. Donc, ça n'a pas d'incidence sur la qualité du sperme? Non, ça n'a pas d'incidence sur la qualité du sperme. Donc il faut arrêter de dire ça. Et le gros problème, c'est qu'à un moment, les gens, quand ils sont dans un parcours d'aide médicale à la procréation, et le Clomid en est un, la sexualité change
de camps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une sexualité pour le fun, on se retrouve en sexualité reproductive et après on se retrouve en non-sexualité et les gens ont des rapports juste pour faire des enfants. C'est pas cool. D'où la question de connaître la date exacte. Il n'y a pas de connaître la date, elle consomme son chéri autant qu'elle veut. Après, l'idéal, c'est de repérer son ovulation. Visiblement, ça ne marche pas trop, mais peut-être faut utiliser un autre traitement. Peut-être que le clomide n'est pas adapté. Je répète, au bout de 3 mois de clomide, il faut se poser la question d'arrêter d'une part, de passer à autre chose. Okay, alors, il y a 6, ouais. 6 mois, ce n'est pas raisonnable. Mais bon, je sais qu'il y en a qui font, c'est pour ça que je vais très doucement en termes de déontologie. Mais ce n'est pas dans les recommandations. L'inconvénient du clomide, c'est que c'est une prescription extrêmement trop facile. D'accord. C'est pas français, mais ça dit bien ce que je veux dire. Parfait. Alors, une nouvelle question de Carole, qui, elle, est enceinte de 20 SA, donc 20 semaines d'aménorrhée. Commence à avoir un gros ventre et quand elle se lève, se redresse depuis une position allongée, elle ressent comme une sensation de claquage au niveau des abdominaux, juste en dessous des côtés. C'est pas douloureux et ça passe vite, mais est-ce qu'elle doit s'inquiéter ? Bon, on va partir du principe que c'est un premier. 20 semaines d'aménorrhée, donc elle est à 4 mois et 1 semaine. Donc elle ne va pas tarder à avoir son échographie du 2e trimestre. Je ne sais pas sa corpulence. Les réponses ne seront pas identiques si elle fait 1m60, 120 kg ou 1m60, 45 kg. Donc je ne sais pas. Quelle est l'impression qu'il y a ces abdominaux qui tirent un petit peu? C'est normal puisque c'est le moment où l'utérus va passer en position abdominale. Jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois, il est encore derrière la symphyse, la musculature abdominale tient un peu, puis à partir de 4 mois, l'utérus arrive à la hauteur de l'ombilic, pour peu qu'elle ait un nombril. Vous savez que si elle n'a pas de nombril, elle s'appelle Ève, puisque Ève n'a pas de nombril, comme Adam d'ailleurs. J'imagine qu'elle en a un, mais... Ouais, c'est pas Ève. Non, je pense pas. Très bien, donc pas d'inquiétude. Non, zen, il faut... La grossesse, c'est juste quelque chose de naturel. Oui. C'est vrai que la première fois, on se pose beaucoup de questions. Il faut arrêter. On est dans un pays où on se pose trop de questions, on lit trop de bouquins, on est dans un monde où... Bon, laissons-nous faire. La grossesse, c'est physiologique et il faut arrêter de lire, de demander aux copines et aux copines des copains et tout. Zen. Un peu de zen. Ouais, cool. D'accord. Alors, maman 37, bonjour. Avec mon conjoint, nous sommes en essai bébé 2, donc le 2e, depuis janvier 2014. Nous nous demandons si nous devions consulter ou si c'était normal. Nous aimerions également savoir s'il y avait des moyens qui pourraient nous aider à concevoir ce 2e enfant. Alors, 37, est-ce que c'est son département ou est-ce que c'est son âge? J'en sais rien. Donc, on va... Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a déjà un enfant. Bon, donc tant mieux. Donc, si c'est avec le même bonhomme, a priori, il suffit de reprendre la même recette. Après, reste à voir le mode d'accouchement. Si elle a eu une césarienne, la fertilité est un petit peu plus faible après une césarienne, j'en sais rien. On estime que dans la population humaine qui est la nôtre, à l'arrêt de la contraception, si elle avait une pilule ou d'autres choses, il va y avoir 1/3 des femmes qui vont être enceintes dans les deux premiers mois. Il va y en avoir à peu près 30 à 40% vers 5 mois et les 3/4 au bout de 9 mois. Au bout d'1 an, puisque là, si elle parle de janvier, on est en décembre, ça fait 1 an, il est raisonnable d'aller consulter. Souvent, le fait de consulter va faire que vous allez faire une démarche vers un médecin. Et très souvent, pour des raisons qu'on ne sait pas, il y a une grossesse qui démarre après, juste parce qu'on va faire de la réassurance. Okay, on est dans un principe de bienfaisance et plutôt que de donner des médicaments, de temps en temps, il vaut mieux poser les gens et leur dire, écoutez, vous êtes normal, ou alors à l'évidence, je recommence avec le 1m60, 120 kg, peut-être de gérer votre poids, ou si son mari fume beaucoup, peut-être que lui dire d'arrêter de fumer. C'est écrit sur les paquets, ça nuit à la santé, ça rend stérile, c'est pas faux. La qualité des spermatozoïdes quand on fume, elle n'est pas bonne. Donc voilà, il y a tout ça à voir. Je crois que ça vaut le coup de se poser, qu'elle aille voir son gynéco et qu'elle discute tranquillement, en disant voilà, mais il ne faut pas stresser plus que ça. Oui, c'est pas non plus... et si elle a 37 ans, il y a quelque chose qui est important pour les gens qui nous écoutent. La fertilité idéale chez une femme, c'est 25-35. Et ça ne changera jamais. Jamais. Oui, il y a des moyens pour tomber enceinte plus tard, mais la fertilité n'est pas bonne. Mais 25-35, c'est l'âge d'or. 35-40, la fertilité baisse un petit peu. Et la raison pour laquelle on arrête de prendre en charge les gens en FIV à 43 ans, c'est pas qu'on les aime plus à partir de 43 ans, mais c'est que la probabilité de grossesse et de dépenser de l'argent, des choses, marche moins bien. Donc voilà, c'est juste ça. Alors après, il y a l'avancée sociale. Regardez ce que fait Google qui propose de vitrifier les ovocytes. Mais vitrifier les ovocytes, autant moi je peux me faire congeler mon sperme, c'est pas dur de le récupérer. Autant vos ovaires, ils sont quelque part dans le ventre, il faut vous stimuler, il faut vous les ponctionner. Et à côté des ovaires, il y a des vaisseaux.
Une stimulation ovarienne, ce n'est pas anodin. Oui, puis sans compter que ça n'offre pas non plus 100% de chances de grossesse. Non. Hein, ça reste très réduit. Hein. Et puis si pour arriver à 45 balais avec vos ovaires de 25 ans, puis avec toujours pas de Jules, ou alors vous trouvez un vieux qui en a 55, c'est pas cool. Non. Mais peut-être que c'est dans la réassurance. Ouais. Mais ça peut aider à débloquer quelque chose. Voilà, pour répondre à donc la personne qui a posé la question, prenez rencard tranquillement. Passez les vacances de Noël, profitez-en pour penser à autre chose. Et consultez tranquillement début janvier. Voilà, je ferai ça, c'est simple. Sans stress, mais on y va pour être tranquille. Oui, toujours. Alors, Dana, elle a une question un petit peu particulière. Donc, elle est enceinte de jumeaux à 25 semaines de grossesse. Son médecin lui a prescrit une injection de Refilac 300, donc elle est de Rhésus négatif, son mari également, ils sont groupe O tous les deux. Est-ce qu'elle doit absolument la faire? Elle dit, je pensais que non, puisque nous sommes tous les deux négatifs. Elle a complètement raison, mais on a besoin d'avoir avec certitude, d'abord, qu'elle soit sûre que c'est de lui, ou que ça soit lui le père, et on a besoin d'avoir sa vraie carte de groupe. S'il n'a pas de carte de groupe parce que, mettons qu'il soit au pays ou ailleurs, là, à ce moment-là, on a un principe de précaution qui est, on est dans le déclaratif, elle dit que son conjoint est au négatif, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin, dans ces cas-là, d'avoir le conjoint, une vraie carte de groupe, et en particulier dans les Rhésus négatifs, il y a quelque chose qui est un peu moins connu, qui s'appelle les Rhésus faibles, où si, dans le laboratoire, on vous fait une détermination de Rhésus, on va trouver que vous êtes négatif. À ce moment-là, on ne va rien faire. En vrai, si vous êtes Rhésus positif faible, et là, j'ai une histoire magnifique dans le service comme ça, où l'enfant peut être positif, et à ce moment-là, oui, il y a une indication de Refilac. Donc, il faut qu'il y ait une carte de groupe de son conjoint. Et l'histoire que je vous raconte, qui est un couple de psychologues, les deux O négatifs, ça date d'il y a quelques années dans le service, le mari avec sa carte de groupe fait dans le laboratoire de ville, qui ne recherche pas les Rhésus faibles, puisque à ce moment-là, on le transfuse en négatif. L'enfant naît, il est positif. Le mari hurle dans les couloirs en nous traitant de nuls, d'incapables, etc., en disant « c'est pas possible ». Moi, je le regarde, je vais voir sa femme, je lui dis « vous êtes vraiment sûr que c'est lui ?» Parce qu'auquel cas, ça résout les problèmes. De quoi je me mêle? Alors, je dis « ok, Rhésus faible, venez, on prend votre sang, nous, notre laboratoire, il fait la recherche ». Il avait effectivement un Rhésus faible, donc son petit a un Rhésus positif faible. Vous croyez qu'il se serait excusé? Si jamais il regarde. Si il regarde le chat, il se reconnaîtra, je pense. Ça date d'il y a 15 ans, mais juste, il a le droit de dire « ok, je me suis… Voilà. » Donc voilà, la carte de groupe du conjoint, du procréateur, en tout cas, pas forcément le mari, mais de celui avec lequel elle pense qu'elle a fait les enfants. C'est tout. Si elle n'a pas de carte de groupe, s'il n'y a pas de machin, il y a un principe de précaution qui est de faire du Refilac. Mais qu'est-ce qui est plus simple, se faire faire une détermination du groupe sanguin pour le mari ou se faire faire un Refilac? Il n'y a pas de risque avec le Refilac, mais ça coûte de plus en plus cher et c'est de plus en plus rare. Il vaut mieux que quand même que le mari. La recommandation, c'est le mari, il a une vraie carte, et donc je leur rappelle qu'à ce moment-là, s'ils sont tous les deux O négatifs, les enfants ne peuvent être que O négatifs. Et là, j'ai donné l'info. Si jamais il y a un enfant qui sort A positif, il faut se poser les bonnes questions. Ils se posent les questions qu'ils veulent. D'accord. Bon, ça va lui rajouter un petit stress supplémentaire pendant sa grossesse, ça va être ravi. Si elle sait avec qui elle l'a fait, c'est facile. Si elle ne sait pas… Voilà. Bon, ok. Il faudrait qu'elle revienne dans quelques mois pour nous dire, ou qu'elle accouche au Diaconesse, comme ça vous saurez, vous la reconnaîtrez. Alors, il y a deux questions là, qui se recoupent, de Oli et Laura. Oli qui dit « J'en suis à ma deuxième infection urinaire depuis le début de ma grossesse, que faire ?» Et Laura qui dit « Une infection vaginale ou une infection urinaire est-elle dangereuse pour le bébé pendant la grossesse ?» Alors, elle est à sa deuxième infection urinaire, il faut savoir à quel moment elle survient. Si c'est juste après les rapports, c'est fréquent puisque d'abord, il y a des germes qui sont au niveau de l'urètre, mais qui, du fait… L'urètre chez les femmes, c'est 3 cm et pendant la grossesse, on est plus sujette aux infections urinaires. Surtout si on en a marre de boire toutes les 5 minutes parce qu'on va faire pipi toutes les 2 minutes. Du coup, on boit moins, on se draine moins, il y a plus d'infections urinaires et il y a plus d'infections urinaires après les rapports. Donc, la première des choses à faire, c'est, si c'est juste après les rapports, d'aller boire, d'aller pisser, ça améliore pas mal les choses. Et malheureusement, on est obligé de les traiter. À un moment, on donnait il y a très longtemps un médicament préventif qui était la furadentine, on ne le fait plus. Il n'y a pas de recommandation et on est un petit peu embêté de ce côté-là. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'une infection urinaire peut être dangereuse? Oui. Si elle n'est pas traitée, ça peut donner une pyélonéphrite. La pyélonéphrite peut passer en mode généralisé et donner un accouchement prématuré, s'il y a de la fièvre, etc. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que l'infection vaginale peut donner une infection urinaire? Ce n'est pas la même chose. Si dans le vagin, on trouve du streptocoque B et qu'on en trouve dans les urines, le streptocoque B qui est dans les urines vient du vagin. Là, c'est assez facile. S'il y a une mycose vaginale, ça n'a jamais donné d'infection urinaire, sauf chez les immunodéprimés.
Donc, et est-ce que la mycose vaginale peut être dangereuse pour le bébé? Niet, absolument pas. C'est l'infection urinaire qui est vraiment dangereuse. Le seul danger de la mycose vaginale, c'est si c'est une grossesse qui est survenue malgré un stérilet. J'ai pas dit sur ou sous. C'est comme tomber. D'accord. Même pas trop. D'accord. Donc la grossesse avec une contraception intra-utérine, les fils du stérilet peuvent être colonisés par une mycose. Et à ce moment-là, comme le stérilet est intra-utérin, c'est le seul risque. Mais c'est des grossesses exceptionnelles. Et là, il y a danger pour l'enfant, pour la mère, pour les deux? Pour les deux. Il y a un risque de fausse couche tardive. D'accord. Mais c'est très particulier. Okay, mais oui, la mycose de base. Ça concerne peu de femmes. Ouais. Quant à la mycose de base, ce n'est pas une infection sexuellement transmise. Je répète, il ne sert à rien de traiter le mari. Mesdames, quand vous êtes enceinte, l'écosystème vaginal change. Vous avez plus de mycose parce que c'est comme ça. Donc il faut se traiter, il ne faut pas surtraiter. On peut utiliser des probiotiques aussi, ça fait partie des choses qui peuvent t'aider. Donc il y a plein de trucs simples. D'accord. Alors, Bisou77, c'est son pseudo. Bonjour, je suis à DPO 7, donc c'est 7 jours après l'ovulation. Je n'ai pas encore la possibilité de savoir s'il y a eu fécondation. Est-ce qu'il y a des risques à pratiquer des sports comme le step ou les abdos fessiers? Alors, et cela peut-il avoir un impact sur la grossesse s'il s'avère que je suis enceinte? Alors déjà, on n'est pas obligé de faire le poirier après avoir un rapport pour que le sperme descende. Et si on peut aller courir derrière, le sperme, au moment du rapport, il arrive dans le cul-de-sac vaginal, il monte directement dans l'utérus tout de suite, d'emblée. Et quoi qu'on fasse, après, il y reste. Il y a même des fécondations où il n'y a pas pénétration, le sperme qui est juste sur la vulve, qui s'appelle l'éjaculation antéportase pour faire clair. C'est classe, hein. En ces périodes d'avant Noël où il y en a une qui a accouché vierge, c'est probablement le mode de conception. Et donc, donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut faire tous les sports qu'on veut en début de grossesse. Je recommence. Tous les sports qu'on veut. Une grossesse, ça ne se décroche pas. Bien sûr, s'il y a des saignements, s'il y a un décollement, on arrête. Mais une nana qui est normale, qui est enceinte normale, elle peut continuer à faire du cheval, de la moto, du vélo, du ski. Une fois que l'utérus sort de derrière le pubis, là, il faut éviter les sports de contact. D'accord. Ça, c'est à quel stade en général? 2 mois et demi, 3 mois. À 3 mois. Il faut éviter les sports de contact. Mais les marathoniennes, on ne peut pas les empêcher d'aller courir. Des gens qui sont drogués au sport, donc elle fait du step, elle fait ça ne va pas décrocher, ça ne va pas faire redescendre les spermatozoïdes. Elle est à 7 jours post-ovulation. L'ovulation, donc elle a lieu, mettons, au 14e jour. 21e jour, l'œuf est en train, va pas tarder à se nider. Mais ça n'a jamais empêché. Imaginez, on va prendre le problème à l'envers. Vous avez un rapport non protégé, vous posez la question de la contraception du lendemain. Si ça empêchait d'être enceinte, moi je montrais une boîte. Jogging, voilà, je dirais, vous allez faire du stepper. De même, en fin de grossesse, si marcher, faire des trucs, changer les rideaux, ça faisait accoucher, ça se saurait. J'aurais dans la cour de l'hôpital une espèce de parcours de santé. Je les ferais monter sans l'escalier. Chaque fois, je prends 5 € puis je m'achète une guitare en plus à la fin. Donc ça, c'est un private joke. Vous voyez le truc? Je ferais faire des tours de voiture, tours de voiture sur le périph' pour accoucher. Et là, pareil, je prends des euros à chaque fois, je fais faire du vélo. Non. Elles font du sport, elle fait du sport, elle fait du step, elle s'éclate comme une malade. C'est-à-dire qu'une grossesse bien installée, rien n'y met fin. Et je vais même aller encore plus loin. Le fait de faire du sport et de garder son activité sportive va permettre de réduire le risque d'hypertension artérielle et de diabète. Oui, donc c'est plutôt recommandé. Bah oui. Il faut faire du sport tout le temps. Puis c'est bon pour le sommeil aussi, c'est bon pour tout. Pour le moral, c'est bon pour plein de choses. Donc faites du sport. Alors, Val et Véronique. Val dit bonjour. Si on a subi une césarienne, est-ce qu'il y a des chances pour que les prochains accouchements se passent de la même manière? Et Véronique a à peu près la même question. Si j'ai eu mon premier enfant par césarienne, dois-je obligatoirement en avoir une pour le deuxième? Alors, ça c'est une question relativement simple, puisque c'est l'information qu'on se doit de donner aux femmes qu'on a césarisées en post-césarienne immédiat. Donc, si la raison de la césarienne va se reproduire, là, c'est à l'inverse, elle mesure 1m40, elle pèse 30 kg, elle a un bassin tout petit, et elle est mariée avec un basketteur black qui fait 2 mètres, elle pèse 100 kg, ça ne marchera pas. Bon, ça, c'est quelque chose de simple. Après, à l'heure actuelle, on estime qu'on peut accoucher par voie basse après une césarienne et, dans certains hôpitaux, après 2 césariennes. Dans certains, ça nécessite une surveillance particulière parce que qu'est-ce qu'on craint? On craint uniquement la rupture utérine en cours de travail. D'accord. S'il y a moins d'1 an entre la césarienne et les 9 mois, on refait une césarienne parce qu'on estime que la cicatrice est trop fraîche et qu'il y a un risque de rupture. S'il y a plus de 18 mois, à ce moment-là, on va accepter un accouchement par voie basse, sous réserve que ce ne soit pas des jumeaux, sous réserve qu'on n'ait pas une disproportion entre un fœtus énorme et un bassin qui semble trop petit, et sous réserve que ce ne soit pas un siège. Encore que pour certains,
le fait d'attendre des jumeaux, le fait d'attendre un enfant en présentation du siège avec un antécédent de césarienne n'est pas forcément... Voilà. Donc je vais sur les œufs, mais dans le service que je dirige depuis une vingtaine d'années, on a à l'heure actuelle 70% des femmes qui ont eu un utérus unicicatriciel, d'ailleurs on a même une procédure qui est écrite dans les évaluations de nos pratiques. Donc quand vous avez eu une césarienne, la probabilité globale d'accoucher par voie basse, c'est 50%. Donc nous, qui avons l'œil sur les compteurs et qui sommes plutôt à faire de la voie basse pour à peu près tout, on a plus de 60 à 70% des femmes qui vont accoucher lorsqu'elles ont eu une seule césarienne et que tout est ouvert. Par contre, l'accouchement, c'est le couloir du milieu. Ça ne stagne pas, le monito va bien, tout va bien. Et ce type d'accouchement doit être fait dans une maternité où le bloc opératoire pour faire la césarienne est au même étage que la salle de travail. D'ailleurs, pour réagir vite si besoin. Si on a besoin de passer en mode césarienne en urgence, ce n'est pas la peine de se retrouver à prendre un ascenseur ou un escalier. C'est que des portes qui s'ouvrent comme ça et on va directement au bloc. Et la femme est prévenue et ce sont des accouchements sous péridurale. Il n'est pas parce que comme il y a un risque de césarienne, on se met une péridurale avant. Comme ça, l'anesthésie est faite. Comme ça, si il y a besoin. On n'est pas obligé non plus d'anesthésier la personne, mais le cathéter est mis. Donc voilà, il y a des précautions à faire. On n'accouche pas à domicile quand on a eu une césarienne. On n'accouche pas en maison de naissance quand on a eu une césarienne la première fois. C'est des accouchements à risque, ce n'est pas la peine d'aller chercher les ennuis. Mais si on respecte ces règles et que l'accouchement se présente bien, il n'y a aucune fatalité. C'est pas parce qu'on en a une qu'on en aura une deuxième. Il y avait un dogme avant qui était césarienne un jour, césarienne toujours. Ce dogme-là est tombé dans les années 80. Pour des raisons simples, on a changé les techniques de césarienne, on incise beaucoup plus bas sur l'utérus, on a des fils qui se résorbent mieux et on a des protocoles post-opératoires qui sont bien mieux. Par contre, maintenant, comme le taux de césarienne en France, c'est à peu près 20%, on va avoir des femmes qui vont avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième césarienne. Plus on augmente le nombre de césariennes, plus il y a des risques que le placenta se pose sur la cicatrice. Donc ça, dans les choses très importantes à vérifier, quand on a une césarienne, c'est la localisation du placenta. D'accord. C'est facile. Donc il n'y a qu'au-delà de 2 ou 3 césariennes qu'on est à peu près sûr qu'on en aura d'autres. Ouais, au-delà de 2, très souvent on en fait une troisième. Au-delà de 3, c'est vraiment pas raisonnable. Ça ne sert à rien de jouer. Non, ça sert à rien. Mais tout est possible. Il n'y a pas de raison, sauf si la raison de base, qui est un bassin complètement ouvrier ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas de raison. Alors, une question de Lisbeth. Bonjour, j'ai eu un enfant il y a un peu plus d'1 an et lors d'une échographie récente, on m'a dit que j'avais un utérus bicorne et que j'avais eu la chance de tomber enceinte aussi facilement. Pourquoi, lors de ma grossesse, personne n'a-t-il vu ça? Et est-ce que c'est possible que mon utérus ait changé après l'accouchement? Et vais-je pouvoir avoir d'autres enfants aussi facilement? C'est trop drôle. Donc, ça n'a pas été vu parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, l'utérus bicorne, c'est... Alors, soit c'est 2 cornes qui sont comme ça, soit de temps en temps, c'est une cloison qui est à l'intérieur et ce n'est pas un utérus bicorne. D'accord. Bon, donc c'est un utérus cloisonné. Ça a pu ne pas se voir. J'ai une belle histoire après que je vais vous raconter. Donc l'utérus, l'enfant s'est développé dans une corne et si l'autre corne à côté elle est petite, personne n'a rien vu. Et pour peu qu'il soit né en siège, on n'a pas vu parce que très souvent il y a des sièges parce que c'est un tube et l'enfant ne tourne pas. Elle a accouché le plus simplement du monde. Mais il était forcément déjà bicorne. Il n'a pas pu le devenir après. Non. Le fait d'être bicorne, c'est au moment de l'embryogenèse. C'est quand elle était dans le ventre de sa maman. Donc elle est née avec un nœud comme ça. D'accord. Alors après, est-ce qu'il est bicorne avec un seul col? Ou est-ce qu'encore plus drôle, il est bicorne avec 2 cols? Vous avez le droit d'avoir 2 cols, un petit bout de cloison et 2 utérus derrière. D'accord. Ça existe. Auquel cas, si on n'a pas vu qu'elle avait 2 cols, c'est pas très cool. C'est un peu plus inquiétant. Ouais, mais dans les histoires drôles, une patiente chez moi, première grossesse, siège, utérus bicorne, mais avec unicervical, donc là, juste un petit col. Je lui ai fait, c'est ça, donc je lui ai fait une césarienne pour le premier utérus. La fois d'après, elle est arrivée à 9 mois. Elle était enceinte dans l'autre demi-utérus. Elle a accouché par voie basse normalement. D'accord. Et le patron de Lyon, pratique, le patron de Lyon, parce que maintenant elle est à Lyon, m'a envoyé 15 courriers en disant « J'y crois pas à ce qu'elle t'a raconté ». Je dis « Elle a 2 utérus. J'ai fait une césarienne d'un côté et l'autre côté, c'était par voie basse. C'est 2 trucs différents. » D'accord. Donc voilà, ça a été découvert comme ça. Et là, Lisbeth parle de difficulté à être enceinte. Non, c'est bien, vous n'avez pas dit tomber. Non, j'ai réfléchi, vous avez vu. Je l'ai vu arriver. Ouais. Gros comme avait plein phare. Non, il n'y a pas de difficulté à devenir enceinte. Ça n'empêche pas. Ça n'a aucune conséquence. D'autant plus qu'elle a été enceinte facilement et sans s'en apercevoir la première fois. Ben voilà.
Donc, quand elle demande « vais-je pouvoir avoir d'autres enfants aussi facilement ?» Oui, il n'y a pas de raison. Elle arrête sa contraception, elle a des rapports avec son mari ou avec son copain, qu'elle veut. Commencer par ça, puis après on verra. Commencer par avoir des rapports pour l'enfant. Exactement. C'est bien. Alors, question de Pauline. Docteur, pensez-vous dangereux l'utilisation de Doppler fœtal de temps en temps à la maison? C'est les petits trucs pour écouter le cœur, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Elle se rassure. Non, ça coûte un bras. Elle s'est acheté une machine pour écouter le truc. C'est qu'il y a un acteur quelque part qui soit acheté un appareil d'écho pour surveiller. Ça, c'est le mec qui est toujours en train de se remettre la mèche et qui fait Mission Impossible. Je ne donnerai pas son nom. Et qui s'est acheté un appareil Ouais, parce que non, il est chez les scientologues. Donc là, il s'est acheté quand il a changé de femme. Et donc il avait l'appareil d'écho, il regardait son petit à l'écho. D'accord. Parce que c'est juste 200 000 €, je vous la fais court. Enfin bon, après, quand on a les moyens. Non, il n'y a aucun risque. Non. Il n'y a aucun risque, mais est-ce que ça a un intérêt? Bon, j'en sais rien, non. Pour moi, non, mais si ça lui fait plaisir, si elle est contente... C'est pas anxiogène? Non, j'en sais rien. Si on n'arrive pas à écouter... Après, si elle n'arrive pas, ça le trouve elle-même. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle l'a chourée dans une maternité, c'est pas bien, soit elle est sage-femme pour qu'elle se détende, soit elle est obstétricien, il faut se détendre aussi. Non, ça se vend sur Internet, on en trouve non, mais tout se vend. Un truc comme ça, mais bon. Non, faut être... voilà, elle se l'est acheté, tant mieux. Qu'après, ce qui serait sympa, c'est qu'une fois qu'elle aura fait son bébé, qu'elle en fasse don à la maternité, ou don à une sage-femme en libéral, qui elle n'a pas les moyens de se le payer. Ça serait gentil. En mode caritatif. Bon, si elle vous écoute, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Ouais, de le donner. Voilà. Après, mais là, il faut arrêter de jouer. Question de Junin. Que faut-il absolument changer dans son alimentation dès que l'on sait que l'on est enceinte? Alors, vous avez parlé alcool tout à l'heure, champagne tout à l'heure. Alors, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on arrête l'alcool. Alors, vous allez avoir la question, on dit qu'il va être habituel, c'est « ouais, je ne savais pas que j'étais enceinte, je me suis mis minable, j'ai picolé comme un trou et je suis enceinte ». Alors, quand elle me dit ça, je dis « mais c'est dans une soirée ». Au moins, vous savez avec lequel vous l'avez fait. Donc, avec la question habituelle, pourvu qu'il ne la boit pas, mais ça, c'est encore une histoire compliquée. Donc, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on arrête la picole. Ensuite, en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on craint? Donc, il y a les premières, je ne sais pas si vous avez des questions sur la toxoplasmose, auquel cas on recible ça. Mais sinon, alors, de base, la première des questions qui angoisse les gens, c'est la listériose. La listériose, ça s'attrape avec quoi? Avec la charcutaille. Donc, moi, j'adore la charcuterie corse qui remonte du fin fond du truc, mais non, pas quand on est enceinte, on ne mange pas la charcuterie avec les poils. On peut manger de la charcuterie. Ouais, mais de l'aseptisée, plastique, mais bon, pas... Non, voilà. Mais si vraiment on a envie de charcuterie, mais ce qui est dangereux dans la listériose, c'est la rupture de la chaîne du froid. La listériose, elle se développe à 10 degrés, à 4 degrés, elle est inhibée. Et donc, à la question là, qui va brûler tout le monde, mais docteur, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Il y a les fêtes de Noël, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas manger de saumon. Là, je leur réponds qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, se demandent s'ils vont manger le soir. Je leur dis qu'elles ont la chance, que chaque fois qu'elles ouvrent leur robinet, d'avoir un peu d'eau. Bon. Donc, le saumon fumé, est-ce qu'on peut en prendre? Théoriquement, non. Mais si vous n'avez pas de rupture de chaîne du froid, il n'y a pas de souci. Le foie gras, si le foie gras en boîte, il n'y a pas de souci. La semi-conserve, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'il sort du frigo, on est le repas de Noël. Il est 14 h, tout le monde finit de manger, puis vous n'allez pas remettre le frigo, vous n'allez surtout pas ranger les fromages. Là, c'est pas bien quand on est enceinte. Sinon, donc ça s'attrape avec les fromages, ça s'attrape avec les croûtes de fromage. Il faut ici manger des fromages soit pasteurisés, soit thermisés. Non, c'est pas une question de pâte cuite, c'est au lait. C'est pas au lait cru. C'est pas au lait cru, Donc, par contre, le fromage au lait cru cuit, si vous avez envie de manger de la tartiflette et de prendre encore des kilos, si vous allez manger de la fondue, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de manger une raclette avec du morbier dans lequel il y a du verre au milieu, ça pose pas de souci, puisque c'est certes au lait cru, certes, il y a du verre dedans. Mais il est chauffé. Mais il est cuit. La listériose meurt comme ça. Donc, c'est la première des angoisses. Alors, listériose, juste par rapport à la différence par rapport à la toxoplasmose, c'est qu'on n'est jamais immunisé. Jamais. La toxoplasmose, si on l'a eu une fois, on est tranquille. La listériose, c'est une bactérie. C'est une bactérie qu'on peut attraper, réattraper. C'est pour ça qu'il y a encore des tarés de docteurs qui demandent des sérologies. Ça ne sert à rien. Oui, parce qu'on n'est pas protégé. Voilà. Et il y a un principe de base pour la listériose qui est toute femme enceinte qui a de la fièvre. Vous savez, la phrase, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh bien, si. Là, est susceptible d'avoir une listériose. Voilà, même si c'est rarissime, en 20 ans de chefferie de service, des listérioses vraies, j'en ai vu moins de 10. Mais à chaque fois avec une histoire identique, c'est les rillettes qu'on se fait rapporter de loin. La dernière, c'est une nana qui s'est fait rapporter du fromage frais blanc du Liban. C'est génial, je suis content que sa mère lui ait rapporté un truc, sauf qu'il a fait Beyrouth, l'avion soute moins 50, sauf qu'après il a fait Orly, etc. Et là, vous vous retrouvez avec... ça a bien pullulé. Et les conséquences sont dramatiques. On a ramené tout le monde au port, mais on a eu du pot. Énormément de peau sur ce coup-là. Parce que ça peut être dramatique, oui. Ça peut. La listériose, c'est une vacherie. Pourquoi? Parce que la listériose, ça commence par une mini-grippe.
D'ailleurs, je rappelle que les femmes enceintes, ça sera vaccine contre la grippe, je le répète. Donc vous commencez par un petit épisode de fièvre, puis après, il y a un calme plat. Et là, vous avez la listériose qui va aller se poser sur le placenta. Et ça va faire plein d'abcès qui, à un moment, vont se vider chez le petit. Donc la listériose, on fait gaffe, c'est simple. L'autre précaution alimentaire, c'est pour la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose, c'est un germe qui est facile, il se trouve dans la terre. Donc à la question, est-ce que je peux attraper la toxoplasmose avec les poissons ? Soit le poisson a été ramassé par terre et c'est vraiment pas de peau, soit c'est non. Donc on peut manger du poisson, voilà, ok, ça pose pas de souci. Ça s'attrape, ça se trouve dans les muscles, surtout des ovins et des bovins, d'accord, donc le mouton et le bœuf. Ça se trouve dans les selles des chats, et ça se trouve dans tout ce qui est contaminé par la terre ou les selles des chats. Donc, dans l'ordre, tout ce qui pose sur du sol, ça se lave, les salades, les fraises, etc. Ensuite, la viande. La viande, soit ça se cuit beaucoup, soit il y a quelque chose qui est génial qui s'appelle la surgélation, pas la congélation. La surgélation, c'est moins 41 semaines et il faut que ça soit de l'industriel. Si vous achetez votre super viande, c'est votre super boucher. Vous allez la congeler vous-même, ce n'est pas suffisant. Donc vous allez chez Picard, désolé j'ai fait de la pub mais je ne connais personne d'autre. Et là, toute la viande est sécurisée. Et vous mangez à la cuisson de votre choix. C'est important, pourquoi ? Parce que quand vous êtes toxo-négatif, très souvent vous allez manger de la viande trop cuite, voire pas assez de viande, et plus vous allez cuire la viande, moins le fer va être absorbé. Donc, pour la toxo, les chats, c'est pas dangereux, ce qui est dangereux sont les selles des chats. Il y a des gens qui vous posent la question régulièrement en disant « je suis invité chez des amis, ils ont un chat ». Je dis « si vos copains vous font changer la litière du chat à main nue, vous changez de copain ». Oui, mais caresser un chat, il n'y a pas de problème. Il peut même vous lacérer, c'est-à-dire que ça finit Freddy 5 avec des griffes partout, il ne va rien se passer. Ça ne s'attrape pas comme ça, sauf si vous avez en plus la crotte de chat que vous avez mis dans le machin, mais ça s'attrape par ingestion, pas par le sang. Donc, il y a pas de, vous voyez, il y a plein de choses. Donc, il faut manger tranquillement. Donc, ça, c'est assez facile. Pas de salade dans les restos. Par contre, mangez de la salade chez vous. Lavez-la bien. Lavez-la bien. Et puis, mangez de la viande, pas forcément cuite. Vous avez le droit de manger du foie. On a le droit de manger des fruits de mer cuits. Donc, je suis désolé, c'est Noël, il y a les huîtres. Et alors, c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se les payer. Oui. Donc, arrêtez de râler parce que vous ne mangez pas d'huîtres. Donc, pas d'huîtres, mais des crevettes, par exemple. Oui, cuites. Voilà, vous pouvez manger des moules. Vous pouvez aller chez machin de Bruxelles et manger des moules, même y compris les moules au roquefort, parce que le roquefort va être cuit, il va être gratiné. Donc, c'est cool. Alors, vous avez répondu en fait à toutes les questions. Il y avait beaucoup de questions sur ces sujets, toxoplasmose. Voilà, et notamment, il y a une question de Cynthia. Alors, je vous la pose parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas dit. On a parlé conséquences de la listériose, mais pas celle de la toxo. Elle dit, je suis enceinte de 19 semaines de mon premier enfant. Je stresse un peu pour rien, elle l'avoue elle-même. Je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose et j'ai plusieurs chats. Qu'est-ce qui se passerait si je l'attrapais ? Pour le moment, elle ne l'attrape pas. Voilà. Mais est-ce que c'est aussi dramatique ? Non. Alors, la vie a changé en 1982. Puisque une équipe qui était à l'époque à Bon Secours a démontré qu'il y avait seulement 20% des fœtus qui étaient atteints en termes de toxoplasmose en faisant des prélèvements de sang fétaux dans les années 80. Ensuite, toujours la même équipe, qui maintenant s'est bougée un peu ailleurs, a montré qu'en faisant une amniosynthèse, on arrivait avec un risque moindre qu'en faisant un prélèvement de sang fœtal, à savoir quel fœtus était atteint. Mais on était toujours avec un risque d'interruption médicale de grossesse. Puis la même équipe a démontré, en train de se dire, mais là, le toxoplasme, c'est un parasite. Après tout, si j'essayais le traitement du palu, qui est un autre parasite, bingo, ça marche. Et donc, du coup, même en cas de séroconversion de toxoplasmose, le spectre de l'interruption médicale baisse. Et je vais m'aller encore plus loin. Quand j'ai commencé mon internat dans les années 80, il y avait à peu près 70% des femmes qui étaient immunisées. On est, en 2014, il y a 40% des femmes qui sont immunisées. On est un des rares pays à dépister la toxo. Pourquoi ? Parce que finalement, la nourriture est devenue très aseptisée. Et donc, on estime qu'on va probablement, dans le futur, faire une toxo en début de grossesse. Elle est négative, donner les précautions alimentaires que je vous ai dites, qui sont assez simples à suivre. Éventuellement, faire une toxo en fin de grossesse, peut-être. Aux échos, on voit qu'il ne se passe rien et laisser les gens tranquilles. La seule chose, c'est que peut-être les laboratoires d'analyse, qui, voyant 850 000 naissances multipliées par X toxo, multipliées par 60% des femmes, waouh, c'est une perte sèche. Mais on est plusieurs à penser qu'il va falloir arrêter de dépister la toxo. Je ne sais plus de quand date la dernière séroconversion de toxoplasmose chez moi. Ça doit être il y a 3-4 ans. Et quels sont les symptômes ? Parce que l'hystériose, ça ressemble à une grippe au début. Toxo, il n'y a rien. Ça passe totalement inaperçu. Ça peut être une fièvre. Une fièvre avec éventuellement des ganglions, mais ça peut être rien.
Donc, comme c'est rien, la preuve, vous qui avez peut-être fait une toxo dans l'enfance, vous n'avez pas été ni hospitalisé ni rien. Moi, j'ai découvert que je l'avais eu en faisant une prise de sang, mais je ne pensais pas. J'avais un chat. Voilà. Non, c'est parce que vous l'avez attrapé dans l'enfance, mais c'est. Ouais. Sauf si vous mangez les crottes de votre chat. Non. Parfois, mais pas souvent. Non, mais c'est bien. Non, c'est un côté, c'est comme ces petites olives. Non, mais c'est ça, c'est la prise de sang qui fait découvrir... Donc, elle arrête de stresser, elle fait sa prise de sang, elle ne gratte pas les fesses des chats. Et même si... en plus, les chats qu'elle a chez elle sont probablement nourris à la boîte. Quand on voit les chats à l'heure actuelle... C'est les chats domestiques, Les chats domestiques, c'est parce que c'est qu'une souris, c'est parce que c'est qu'un machin. Ils bouffent des trucs, ça s'appelle les rondelles. Quand on voit les chiens, ils ne savent même plus à quoi ressemble de la viande. Parce qu'ils ont la croquette adaptée pour avoir le poil soyeux et tout. Pour les chats, c'est pareil. Donc elle disait qu'elle n'avait pas réussi à s'en débarrasser, mais c'est pas la peine qu'elle s'en débarrasse. Elle peut les garder. Voilà, et puis elle peut même les manger crus, c'est-à-dire que ça s'attrape avec les selles des chats. Donc si elle a envie de se faire un tartare de chat, il n'y a pas de souci. Et puis la peau, après, ça se récupère. C'est comme les lapins, ça sent. Et les recettes de cuisson, c'est les mêmes que pour le lapin. D'accord. Ça pourra faire l'objet d'un autre chat. Mais là pour l'instant, il y a... Comment cuire son chat ? Anna et Audrey. Alors Anna, elle voudrait savoir quelles précautions il faut prendre avant de tomber enceinte, au sens large. Et Audrey, elle voudrait savoir comment préparer son corps à la grossesse et notamment éviter les prises de poids excessives et les vergetures. Alors, comment se préparer à la grossesse ? Je ne sais pas, il faut déjà trouver un mec et puis après le reste, c'est simple. Voilà, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ? Il y a des précautions si on a des conduites addictives différentes. C'est-à-dire que si elle se fume un bédos régulièrement, donc peut-être arrêter de... Si c'est une grosse fumeuse, même. Voilà, alors, de base, le tabac, c'est bien d'arrêter. Pas de vapo-bidule. Je vous rappelle que là, les papiers commencent à sortir sur l'e-cigarette qui est cancérigène. Ça va être trop drôle. On va voir des nouveaux cancers qui sont dus à la vaporette. Donc, si parmi vous, il y en a sur le studio qui fument de la vaporette, on voit des nouvelles pathologies. Donc, c'est bien parce que la médecine a commencé un peu à tourner en rond. Donc si on est enceinte, on ne remplace pas la cigarette par la vapoteuse. Par contre, on a le droit d'utiliser des patchs de nicotine. Parce qu'on estime que la nicotine seule, c'est moins dangereux que tout ce que vous avez dans une cigarette. Les goudrons, le cobalt, etc. Donc elle arrête de fumer, ça c'est l'idéal. En plus, ça améliorera sa fertilité. Et si son mec en profite pour arrêter de fumer, ça va améliorer. Et à 7 € le paquet pour la marque du cow-boy, s'ils ont chacun un truc, c'est 14 €. 14 € multiplié par 365, il y a un joli voyage qu'on s'offre à la fête. Ok, bon. Donc ensuite, si elle est addicte de la bibine, si elle se fait son whisky tous les soirs ou ses 2 pintes de bière, c'est mieux d'arrêter aussi. Si elle est obèse, c'est bien d'essayer de se faire prendre en charge parce qu'en plus, l'obésité réduit la fertilité. Pour le reste, il n'y a vraiment rien de particulier. Vie normale. Surtout, elle n'arrête pas le sport, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez basiques. Et l'autre question, c'était... Alors ça, c'était pour Anna. Et Audrey, c'était surtout prise de poids excessive et vergeture. Alors, prise de poids excessive, il n'y a jamais eu de baisse au Darfour. Donc, vous regardez les caddies des gros. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Je veux bien les gènes de prédisposition. Mais quand vous allez dans le supermarché, vous avez les caddies des gros qui poussent des gros trucs avec des chips, du coca. Si vous voulez qu'il y ait moins d'obèses, vous fermez le rayon Coca-Cola. Vous arrêtez tous les édulcorants, quels qu'ils soient. On n'a pas besoin d'édulcorants. Quand vous prenez des édulcorants, que ce soit de l'aspartame, que ce soit de l'stevia ou n'importe quoi, vous leurrez votre cerveau. C'est-à-dire que vous vous foutez de votre cerveau, vous lui dites, voilà, tu as pris du sucre, c'est vachement sympa, sauf que votre carcasse a besoin d'essence, et le sucre, c'est de l'essence. Donc, pour ne pas prendre trop de kilos, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est que de l'alimentation équilibrée. Donc, il faut supprimer tous les sodas, toutes ces horreurs-là. Les vergetures, 0 recette. Il n'y a pas une crème qui existe pour empêcher les vergetures. Pas une. Tout ce qui se vend, si vous regardez bien la publicité, c'est favorise la prévention. Favorise la prévention. Okay, c'est comme la phrase de Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, etc. Donc, je ne prescris jamais aucune crème. Il faut hydrater. Et encore, ce n'est pas prouvé. Vous vous hydratez parce que vous trouvez que c'est sympa de vous masser le corps, c'est parfait. Mais il n'y a pas une crème qui prévient les vergetures. Alors, la seule chose qui les prévienne à peu près, c'est de ne pas avoir une prise de poids excessive et rapide. Si vous prenez un 5, tout d'un coup, faites clac, ça va casser. Et c'est une fracture de la peau. Oui, c'est la peau qui... C'est le derme qui casse. Qui casse, oui. Okay, et après, il n'y a pas de traitement et aucune crème ne les fait disparaître. Elles vont s'atténuer, la peau va se retendre un petit peu, mais il va rester toujours, ça ressemble au Grand Canyon. Les zébrures. Et voilà, les zébrures. Il n'y a pas une crème qui enlève les vergetures. Donc, tous les gens qui vendent des crèmes anti-vergetures sont des escrocs. Tous les gens qui vendent des crèmes pour faire disparaître les vergetures sont les mêmes escrocs. Je le dis clairement face à la caméra. D'accord. Voilà. Et il y a longtemps, quand on était petit, il y avait une crème qui était remboursée, qui s'appelait le Jonctum. On s'est tous battus pour qu'elle arrête d'être remboursée.
Rien ne fonctionne. Que vous mettiez la crème hydratante qui est en harmonie avec l'odeur de votre peau, machin, très bien, faites-vous plaisir. D'accord, on contrôle son poids, c'est plus sûr. Ouais. Et voilà, mais voilà, contrôler son poids, c'est pas difficile. Il n'y a pas d'obèses dans les zones de population où il n'y a pas assez à manger. Oui, à la limite, on va voir un nutritionniste, on se fait aider si on ne sait pas... Voilà, si vous avez besoin de vous faire aider ou l'autre mot est en coacher, mais on ne va pas être derrière vous toutes les 5 minutes en vous disant que le 4e paquet de chips trempé dans le Nutella, c'est pas raisonnable. Et quand j'entends de l'autre côté, oui, il faut bien que je me fasse plaisir. Donc voilà, faites-vous plaisir, prenez les kilos et mangez du Nutella et c'est bien. Ouais. Alors, Solange rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, quand elle dit qu'elle est fumeuse, bon, elle sait que c'est mal, mais voilà, c'est comme ça. C'est bien, déjà elle le sait, c'est voilà. Cool. Combien de temps avant d'essayer de faire un enfant conseillez-vous d'arrêter? Parce que arrêter dès le début de la grossesse, est-ce que c'est déjà trop tard? Non, c'est jamais trop tard. Mais il vaut mieux avant, quand même. C'est l'idéal dans un monde où tout le monde s'aime, oui. L'idéal, c'est d'arrêter avant. Mais c'est d'arrêter dès qu'elle peut. À côté de ça, elle peut se faire aider avant par des tabacologues. Dans mon service, j'ai une sage-femme tabacologue qui permet de voir et de voir éventuellement si on peut dériver votre addiction sur autre chose. Imaginez que vous avez une addiction comportementale avec la cigarette que vous jouiez avec. À ce moment-là, on va faire jouer avec un stylo. Si, quand vous fumez, vous avez besoin de l'effet shoot, 2-3 bouffées, puis après vous jetez votre cigarette. À ce moment-là, on va vous orienter vers des nicorettes ou éventuellement vers des inhaleurs. Donc tout ça, ça s'étudie avec un vrai tabacologue. Et puis, il faut trouver une autre addiction. Donc, si l'addiction, c'est de manger à côté, c'est pas forcément cool. Mâcher des chewing-gums, c'est juste inélégant. Mais finalement, s'il y a ça, sinon, je sais pas, elle va écouter de la musique et c'est bien comme addiction. Elle fait du sport. Elle fait du sport. C'était bon. Mais ça, c'est très bien qu'elle le fasse. Mais si elle doit arrêter avant, idéalement, c'est combien de mois avant? Il n'y a pas de... Non. Il faut qu'elle arrête, quoi. Tout court. Il n'y a pas de truc, c'est pas juste 1 mois, 2 mois, je ne veux pas vous dire, c'est exactement 45 jours. Il faut arrêter le plus tôt possible. Alors, question de Laura. J'ai 2 enfants. Mon 2e enfant est né il y a 2 ans et en ce moment, j'ai 47 ans. Est-il dangereux que j'ai un 3e bébé à cause de mon âge, même si je n'ai aucun problème de santé? Alors, 47 ans, elle a une probabilité de devenir enceinte qui est faible. Il ne faut pas se leurrer. Après, il y a un certain nombre de risques qui fait que je continue toujours avec ma maternité. Nous ne prenons pas en charge, car nous n'avons pas le plateau technique, les femmes au-delà de 44 ans en début de grossesse. 44. Dans 47 ans, soit elle arrive à être enceinte d'elle-même, c'est-à-dire elle ovule, il y a des grossesses réelles, spontanées. Au-delà de 45, voire même au-delà de 50 ans, ça existe. Extrêmement rare, quand même, j'imagine. Rarissime et à risque. C'est-à-dire qu'à 47 ans, on a 47 ans. Son corps a 47 ans, son cœur a 47 ans, son risque de diabète a 47 ans. Il faut, dans ces cas-là, en cas de grossesse, qu'elle soit suivie dans une maternité où il y ait derrière, pas des soins intensifs, mais quand même de l'anesthésie-réanimation et des soins continus. Mais pour elle ou pour l'enfant? Pour elle. Donc elle n'a pas besoin, il n'y a pas de niveau de maternité. Il y a 3 types de maternité. Les 1 qui prennent en charge les enfants à partir de 36 semaines, grosso modo un peu avant 8 mois. Les 2 qui prennent les enfants à partir de 7 mois. Et les 3 qui prennent les enfants nés en dessous de 7 mois. Après, ça ne préjuge en rien de la réanimation maternelle. Donc une grossesse à 47 ans, là, les risques sont là. Ensuite, il y a des risques d'anomalies chromosomiques. Le risque de trisomie 21 à 47 ans, c'est un petit peu chaud. Donc c'est amniosynthèse quand même. Non, c'est dépistage et virgule. À l'heure actuelle, les amniosynthèses vont s'arrêter dans les 3-4 prochaines années. On remplace par une prise de sang, c'est ça? Et on ne fera l'amniosynthèse qu'à coup sûr quand on saura. Et cette prise de sang, c'est génial. C'est extraordinaire. Pour le moment, je pense qu'il faut la réserver aux femmes qui sont à risque. C'est celles auxquelles on proposait des amniosynthèses. Et donc, on fait des demandes à l'heure actuelle à la sécurité sociale pour que ces femmes-là soient remboursées. Par contre, celle qui dit « je veux », ok, elle n'a qu'à payer 1 000 €. Le prix, il y a 2 ans, c'était 1 500 €. C'est passé à 800, c'est passé à 650 chez Cerba, chez les femmes à risque. On aimerait bien que ça arrive vers 300 et quelques. Du coup, on va économiser des amniosynthèses. L'amniosynthèse, il y a 1% de risque de fausse couche, un peu moins quand on en fait depuis longtemps. Donc tout ça, c'est très bien. Donc il faudra que quand elle sera enceinte, elle fasse en fonction de ce qui se fera à ce moment-là. Mais le dépistage sur sang maternel, c'est génial. Alors à côté de ça, on a tous les lobbies pro-life qui nous tombent dessus en disant « vous allez faire une chasse ». Je sais pas, on propose, c'est comme la prise de sang pour le dépistage de trisomie 21, elle n'a rien d'obligatoire. J'ai une obligation de vous dire, c'est comme quand vous arrivez au restaurant. Oui, vous devez proposer, vous devez dire que ça existe. Ça existe, après c'est votre problème, c'est pas moi qui ramène le gamin à la maison. De même qu'on ne peut pas vous imposer de faire une amniosynthèse ou un dépistage si vous n'en avez pas envie. Surtout pas. Et quand il y a des gens, ce qui m'a toujours choqué, c'est quand je voyais marqué dans des dossiers « refuse l'amniosynthèse ». Non, ce n'est pas un refus, on ne peut refuser que ce qui est obligatoire. Que vous refusiez un dépistage
de la syphilis, c'est obligatoire le dépistage de la syphilis en début de grossesse. Donc là, si vous ne voulez pas, j'ai le droit de vous contraindre par les textes de 14 février 92. Vous ne souhaitez pas bénéficier d'une amniosynthèse, c'est ne souhaite pas. C'est même pas n'a pas envie, c'est ne souhaite pas. Oui, je crois que c'est très important de dire ça aux gens. Donc pour revenir 47 ans, bah voilà, bon courage si elle a envie d'être enceinte. Elle a eu le deuxième à 45 déjà. Non mais oui, voilà. Ouais. Donc voilà, si elle a envie de se remettre dans les couches à 47 ans, il n'y a pas de souci. À côté de ça, si c'est un don d'ovocytes, on rentre dans des, grossesses. Ça repousse les frontières de l'âge. Alors ça repousse les frontières de l'âge, mais ça explose les frontières du danger, puisque les grossesses, quel que soit l'âge, avec un don d'ovocytes, sont des grossesses à risque. Je répète, ce ne sont pas des grossesses normales, ce ne sont pas des grossesses physiologiques, puisque vous n'êtes pas enceinte de vous, vous portez un embryon qui n'est pas génétiquement de vous. Donc il y a des choses qui vont... Donc on voit arriver des hypertensions, des prééclampsies, plein de choses. Et quand vous êtes au-delà de 44-45 ans, ce risque est énorme. Donc si à 45 ans, elle l'a fait avec un don d'ovocytes, tant mieux, je suis content, elle a 2 enfants. Si elle repart sur un don d'ovocytes à 47 ans, elle est mère de 2 enfants, elle va bien. Est-ce qu'elle va prendre un risque pour elle-même vital? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Je ne sais pas. Alors à moins qu'il reste des embryons et qu'elle veuille essayer. Je ne sais pas tout ça, mais voilà. Bon. Parce que c'est vrai qu'envisager une grossesse à 45 ans, on peut imaginer qu'il y a. Voilà, il faut qu'elle se pose derrière, quoi. Avec son gynécologue, et ce sans frein. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de dire non. Quand des gens viennent me voir en disant est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, je dis non. Je dis vous êtes sympa, vous avez 4 enfants, vous avez 4 césariennes, vous avez 45 ans, vous avez changé de Jules, il a 25 ans le nouveau. Oui, mais vous comprenez, il aimerait tant avoir un enfant de moi. Ouais, mais vos enfants ont besoin d'une mère. Donc, je ne suis pas obligé, avec la PMA, de tuer les gens. Et il y a un risque vital. On n'est pas obligé de mourir. Oui. Donc là, vous diriez plutôt qu'elle se pose, qu'elle réfléchisse bien à ses motivations. Qu'elle se pose avec son gynécologue. Je ne sais pas sa morphologie, je ne sais pas son problème cardiaque. J'ai une de mes meilleures copines qui vient de faire un enfant à 47 ans avec un don d'ovocytes. Elle va très bien, son mec va très bien et ils viennent de se marier. C'est génial, mais non. Mais on a bétonné tout du point de vue cardiologue. Il faut faire attention. La médecine, on n'est pas là pour tuer les gens. Sinon, je ferais tueur à gage, ce que je ne suis pas. Alors, Antoinette, elle, enceinte de 6 mois, ne se sent pas encore dans la peau d'une maman et se demande si c'est normal de ne pas encore éprouver ce fameux instinct maternel. Il n'y a pas d'instinct maternel. L'instinct maternel n'existe pas et il va y avoir un attachement qui va se faire à un moment X. Tout ça, c'est extrêmement facile. D'abord, si elle a compris qu'il n'y a pas d'instinct maternel, c'est bien. Donc je remercie encore une fois Elisabeth Badinter d'avoir remis une couche là-dessus. Ça n'existe pas. Le seul instinct qu'on a, nous, en tant qu'humains, c'est un instinct de survie. On est un animal. Okay, on n'a pas d'instinct maternel. Après, elle va se sentir mère parce qu'elle va lire des bouquins, elle va se sentir mère parce qu'elle le sent bouger en elle. L'attachement, il va se faire au premier regard à la naissance. Forcément? Non. Et il y en a qui vont se faire plus tard. À un moment, finalement, qu'est-ce que ça va être? Vous avez un être que vous avez dans le ventre, entre avec un papa et une maman, ou 2 mamans, ou 2 papas chez quelqu'un d'autre. Oui. Et à un moment, on va reconnaître cet enfant comme étant son enfant. Donc, est-ce que la mère va le reconnaître tout de suite? Est-ce qu'elle va le reconnaître au bout de 3 jours? Est-ce qu'elle va le reconnaître au bout de 4 jours parce qu'il va ressembler à sa grand-mère, à sa belle-mère ou je ne sais pas qui? Même chose pour... Il n'y a pas d'instinct paternel. Est-ce que, moi qui ai fait des enfants, à quel moment j'ai trouvé que mes enfants étaient les miens? J'en sais rien. Par contre, il y a des moments où je vois dans leur comportement, au fur et à mesure qu'ils avancent, je me dis, ouais, mon fils, c'est vraiment mon fils. Il fait les mêmes sports, il joue la guitare, etc. Donc voilà, j'ai une de mes filles qui est pareil, qui est guitariste. Quand on va écouter des gens ensemble, parce que la musique en live, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment ma fille. Mais je le sais que c'est vraiment ma fille, elle sait que je suis vraiment son père, mais à ce moment-là, on va l'adopter plus. Il y a des bourrins qui passent leur temps à regarder les matchs de foot. Et ben, la première fois où leur fils va taper dans un ballon de foot, ils vont dire « c'est mon fils ». Alors qu'avant, pour peu qu'ils prennent un ballon ovale, il va dire quoi? Tu prends un ballon ovale Mon fils n'a jamais touché un ballon de foot. Parce que comme je suis élevé dans l'Ovalie, pareil, s'il avait touché un ballon de foot, je ne l'aurais pas reconnu comme mon fils. Oui. Donc c'est normal qu'elle ressente rien à ce stade, il ne faut pas s'inquiéter. Non, mais qu'on arrête de se prendre la tête avec l'instinct maternel. Il n'y a pas d'instinct maternel, je le répète. Face caméra, il n'y a pas d'instinct maternel. En tout cas, pas tant qu'il n'y a pas de bébé. Là, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas d'instinct. On n'est pas... Non, on a un instinct de survie. On a un instinct de survie. Là, oui. Mais l'instinct maternel, non. Non. Pareil, quand vous avez des grossesses qui sont obtenues par gestation pour autrui, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas, pour des raisons physiques qui sont les vôtres, à porter un enfant. C'est la mère porteuse, c'est ça. Oui. Et donc, finalement, vous avez quelqu'un d'autre qui va concevoir un enfant pour vous, avec soit vos ovocytes, soit les ovocytales, etc. Et à un moment, vous allez prendre cet enfant, puisque vous allez être là très proche de l'accouchement, vous allez le prendre dans vos bras
Et à ce moment-là, vous allez vous y attacher. Et cet enfant qui va voir quelqu'un qui va l'aimer, d'emblée, va peut-être s'attacher à lui à toute vitesse. Regardez l'histoire là. C'est le cas de l'adoption. Mais alors l'adoption, il n'y a pas de grossesse et il y a pourtant un attachement très fort des deux côtés, heureusement d'ailleurs. Et ben voilà, et quand vous voyez l'histoire de l'autre qui a accouché sous X il n'y a pas longtemps avec le père qui dit « moi je voudrais », je comprends complètement le tribunal qui a dit « non, cet enfant il s'est attaché à des vrais parents, on ne va pas déstructurer les parents qui ont accueilli cet enfant qui est né sous X ». Après, s'il était en prison et de machin, j'y peux rien non plus, je ne veux pas refaire le monde de tout le monde. C'est comme ça, sa femme a accouché sous X, pas parce qu'elle n'avait plus de bonhomme et que c'était la seule solution. Heureusement qu'il y a l'accouchement sous X de temps en temps. Heureusement. Donc voilà, qu'elle flippe pas avec son attachement. Qu'elle se détende. Non, voilà, ou à la troisième écho, on va voir le profil et va dire « oh là, il a le grand pif, le même que le mien ». Elle va dire « ok, c'est mon enfant », parce qu'elle va reconnaître un truc. À un moment, on va identifier chez nos enfants quelque chose qui est dans notre propre passé ou dans notre propre vie. Et là, on va l'adopter en disant « c'est le mien ». De temps en temps, on dit « ils sont moches comme moi », on dit « oh, je vais avoir un peu raté ». D'accord. Alors, il reste quelques questions et très peu de temps, donc on va essayer de faire des réponses très rapides, voilà, pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient une réponse. Donc, il y a Fanny qui demande si un accouchement par le siège est plus dangereux et plus douloureux, et s'il y a des méthodes pour faire bouger le bébé, sachant qu'il lui reste 1 mois de grossesse, pour le faire se retourner, on imagine. J'adore ça, puisque la consultation, c'est la dernière, juste avant de venir ici. Alors l'accouchement par le siège, c'est possible. Je rappelle que l'étude qui a été publiée en 2000 par les Canadiens, on peut la jeter. Donc c'est quand l'enfant se présente par les fesses, pas par la tête. C'est par les fesses, mais il y a 2 types de sièges. Il y a les fesses ou les pieds. Après, tout dépend si c'est un premier, un deuxième, un troisième, etc. Un accouchement par le siège, ça se fait. Ça se fait dans la maternité dont je suis en charge, ça se fait. À Robert Debré, la présentation du siège est un accouchement normal. Normal. Il y a d'autres maternités pour des raisons multiples et variables ou pour laquelle c'est une césarienne systématique, y compris si vous avez déjà accouché 2-3 fois. Là où on voit des choses dramatiques, vous avez accouché 1 fois par la tête, une 2e fois par la tête, votre 3e enfant se présente en siège, on vous programme une césarienne parce que la maternité dans laquelle vous êtes dit ici, c'est que des césariennes. Vous arrivez, vous êtes à dilatation complète, les fesses du bébé sont dehors. Si l'obstétricien ne sait pas faire un siège par voie basse, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, donc un siège, on peut tenter de le tourner. Elle est à 8 mois, on lui a probablement proposé de faire de l'acupuncture avec la moxibustion, le truc où on crame les doigts de pied. Oui, il y a une manip aussi avec... Ensuite, on va lui proposer de faire une version. Donc, à ce moment-là, ça se fait, on empaume les fesses du bébé, on essaie de faire tourner la tête. Ça marche ou ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, on va lui proposer de faire une radio de bassin ou un scanner du bassin. Et on va regarder si le chambranle à la porte, c'est la partie osseuse est normale, on va estimer le poids du bébé, et après, on va voir si les conditions locales sont correctes. Pour faire un accouchement par le siège, il faut, comme pour un utérus cicatriciel, que tout soit au milieu des rails. Et on a un dicton qui dit « bonne dilatation, bon siège ». Ensuite, c'est un accouchement qui est plus rapide, contrairement à ce qu'on pense. Ah bon? Exactement. C'est-à-dire que le temps de travail va être aussi long qu'un autre, mais à partir du moment où la descente va se faire, ça va être beaucoup plus rapide. D'accord. Ensuite, il faut que ça soit des gens qui aient l'habitude de faire des sièges. Donc, il y a obligatoirement sur place. On n'accouche pas n'importe où. On n'accouche pas en maison de naissance. On n'accouche pas à la maison avec un siège. Ou alors, on est fada. Il faut un bloc opératoire disponible éventuellement pour pouvoir faire une césarienne. Il faut que ça soit des gens qui aient l'habitude de faire des sièges. Moi, j'ai la chance d'avoir tous mes assistants qui adorent ça. Il y a un certain nombre de sages-femmes qui adorent ça. Nous, on aime ça. D'accord. On aime ça. Donc, si vous aimez, vous allez transmettre à la personne que vous avez en face de vous le fait de dire c'est normal. Un enfant sur 30 se présente par le siège. Un enfant sur 30. Donc, c'est une présentation qui est normale alternative. La seule chose, c'est qu'il y a des précautions à prendre. Donc, il y a toujours un anesthésiste qui n'est pas loin parce qu'il faut pouvoir faire une césarienne. Quand j'étais en début d'internat, on ne faisait pas de péridurale. Maintenant, la péridurale est une indication. C'est les mêmes précautions que pour l'accouchement par voie basse après une césarienne. C'est exactement les mêmes. Donc voilà, après, elle va discuter en fonction de son bassin, du gabarit de son bébé, de l'équipe qui est là. Et puis, si elle est dans une maternité où on lui dit c'est obligatoirement une césarienne et qu'elle a envie d'accoucher par voie basse, elle change de mater, elle va à Robert Debré et ça va le faire. Et c'est pas plus douloureux, parce qu'elle demandait si c'était plus douloureux. On va lui faire une péridurale. Et après, si elle n'a pas le temps d'avoir une péridurale, il y en a une qui a accouché il y a 48 heures chez moi, qui n'a pas eu le temps d'avoir une péridurale, parce qu'elle est arrivée à 8 mois, boum, c'est sorti tellement vite. Ouais, ça a été douloureux comme un accouchement. Un accouchement, ça fait mal. C'est pour ça que... Et comme c'est plus rapide. Mais ça fait mal. Un accouchement, ça fait mal. C'est pour ça qu'il n'y a que les filles qui accouchent. Moi, je ne veux pas prendre votre place. Les mecs qui rêvent d'accoucher, c'est des gros malades. Et respect les nanas. C'est pour ça que jamais on sera vos égaux. Vous nous êtes supérieurs. Par contre, il faut qu'il y ait une équité. Et le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens confondent égalité et équité.
Fin de la philo. On pourrait terminer là-dessus, c'est dommage que c'était très bien pour la fin, bon, mais il y a encore quelques questions. Bon, je la reprendrai. Mais vraiment très vite. Adeline vient d'apprendre qu'elle avait un streptocoque B et se demandait s'il y avait un risque pour le bébé. Oui, il y a un risque au moment de l'accouchement. D'abord, c'est une femme sur 6 qui a un streptocoque B. C'est très fréquent. Une femme sur 6, c'est un portage qui est un portage à vie avec un prélèvement qui peut être de façon intermittente positive. Aucun traitement pendant la grossesse, sauf s'il y a une menace d'accouchement prématuré. Aucun traitement s'il y a une infection urinaire. Elle va bénéficier d'antibiotiques en cours de travail ou, dans certaines maternités, on va lui faire un test à l'entrée. Et si le test est négatif, elle n'aura pas d'antibio. Donc il y a des gens qui ont la machine avec la cartouche à 50 €. Mais la recommandation habituelle, c'est vous êtes en travail, on vous met de la pénicilline. Si vous êtes allergique à d'autres médicaments, une fois que le bébé est né, on va lui prélever du liquide gastrique, qui est la même chose que le liquide dans l'estomac. On va lui prélever un coton-tige dans l'anus et un coton-tige dans les oreilles. Et on va regarder si il y a du streptocoque B là. S'il y a du streptocoque B dans ces prélèvements, on fera une prise de sang à son bébé pour savoir s'il y a des globules blancs et s'il y a une CRP, bref, s'il y a un syndrome inflammatoire, et on traitera ou pas. Toute cette procédure a permis de faire quasiment disparaître les méningites précoces dans les infections materno-fétales. Par contre, il reste toujours les méningites tardives, pour lesquelles on n'arrive pas à les faire baisser, qui arrivent 15 jours, 3 semaines ou plus. Mais qui sont liés aussi au... Qui peuvent être liés au streptocoque B, sauf que quand on sait qu'une femme a du streptocoque B, on a juste envie de lui dire, quand vous avez accouché, vous avez le droit de vous laver les mains quand vous prenez votre enfant. On voit apparaître pour la première fois de ma vie dans le métro une prévention de la gastro en disant, mais lavez-vous les mains. On est obligé de dire au bon peuple de France de se laver les mains. Je suis vachement content. Lavez-vous les mains. C'est comme pour l'herpès. Quand vous avez une poussée d'herpès, embrassez que vos ennemis. Avant de toucher un bébé, embrassez vos ennemis, vous leur filez votre herpès. Un bisou. Alors, Gaëlle donc, est enceinte de 34 semaines d'aménorrhée. Elle a mal au ventre depuis ce matin avec des contractions. Elle vient de prendre 2 spasfons, mais elle en a toujours. Que doit-elle faire ? Je suis content qu'elle arrête de prendre du spasfon. Donc là, je le dis encore face caméra, le spasfon ne sert à rien. Alors, je vais me faire tuer par tout le monde. Parce que pourtant, c'est ce qu'on donne pour les contractions. Le spasfon est la plus grande des escroqueries qui a été inventée. Chaque fois que je dis ça, on me dit, mais qu'est-ce que je leur donne ? Rien. Okay. Elle a des contractions, le spasfon, ça ne sert à rien. Donc, si elle continue à avoir des contractions, elle va tranquillement à la mater. C'est tôt, 34 semaines. C'est 7 mois et demi. Dans ces cas-là, imaginons, je suis une maternité type 1, 34 semaines, elle est en cours de travail ou elle a rompu. On lui bloque ses contractions si on peut et on la transfère dans une maternité de type 2. Donc, les diaconesses, on est dans le 12e. On a de chaque côté une qui s'appelle Tenon, qui est à 5 km, l'autre qui s'appelle la Pitié-Salpêtrière et puis Saint-Joseph de l'autre côté. Qui sont les maternités type 2, on est tous en réseau les uns avec les autres. Donc un coup de corticoïde si jamais il y a besoin pour maturer les poumons. Mais voilà, elle voit ce que ça donne. Et puis, mais surtout, elle va voir à la maternité. Mais le spasfon, elle peut se prendre la boîte. Elle peut regarder la boîte religieusement en disant « Saint spasfon, priez pour moi ». Donc plutôt consulter, ce serait mais plus... voilà, le spasfon, je suis mort de rire. Pourquoi ? Parce qu'en cours de grossesse, il est prescrit en disant « ça va calmer vos contractions ». Et les mêmes sages-femmes que j'adore, avec lesquelles je bosse depuis une éternité, qui sont des filles extraordinaires, en cours de travail, mettent des perfs de spasfon pour faire lâcher le col. Et là, je leur dis, mais vous pensez qu'à 37 semaines, dans la nuit, à minuit, le spasfon, il a changé de mode d'action. C'est-à-dire que jusqu'à 37 semaines, il fermait le col, elle est minuit 1, le spasfon ouvre le col. J'ai du mal pharmacologiquement. Donc le spasfon ne sert à rien. C'est un produit qui s'il arrivait sur le marché à l'heure actuelle, ne serait pas donné. D'accord. C'est un placebo, quoi, parce que parfois ça va mieux quand on le prend. Oui, mais on ne donne pas de placebo. On ne donne rien à une femme enceinte. Je recommence avec tout ce qui rentre dans le ventre d'une femme enceinte peut être métabolisé par le petit. Comme je ne sais pas ce que ça donne, je ne donne rien dont je n'ai pas la certitude de traitement. Donc je ne donne pas de placebo à une femme enceinte. Je suis gentil, je vais dire voilà, ou je lui fais une écho du col, j'ai regardé votre col, il est long, je lui fais une photo de son col et puis après elle repart avec. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais voilà, donc elle va consulter et puis voilà, et puis c'est tout. Alors là, il y a une dernière question. Donc, on change un petit peu de sujet, mais c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Question d'Émilie. Je souhaite contacter le réseau Solipam au sujet de la prise en charge de ma fille, âgée de 17 ans et enceinte de 4 mois. Comment puis-je m'y prendre ? Alors, Solipam, c'est pour les femmes précaires. Ouais. C'est peut-être le cas de sa fille. Je ne sais pas. Donc, dans ces cas-là, il y a le site qui s'appelle solipam.fr, où il y a le numéro de téléphone que j'ai honte, je ne sais pas par cœur. Les locaux sont 5 rue de Metz. La rue de Metz, c'est la première perpendiculaire. Quand on monte vers la gare de l'Est, à Strasbourg-Saint-Denis, la première à gauche, juste en face après KFC et autres, machin de Dark. Donc elle nous contacte. Après, il s'agit donc d'une mineure dont la grossesse est découverte tardive. Il faut qu'elle accouche dans un endroit où on a l'habitude de s'occuper des mineurs. Nous, on en a eu quelques-unes, sauf que la procédure est un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de papiers à signer. Donc pour le moment, je ne prends plus de mineurs chez moi jusqu'à ce qu'on ait une procédure bien claire parce que je me suis retrouvé à faire une césarienne chez une mineure en disant c'est bon, une fois qu'elle a accouché, elle est émancipée.
Et en vrai, pas du tout. Donc ça veut dire que si jamais elle saignait après la césarienne, j'avais opéré quelqu'un sans autorisation des parents. Donc je n'ai pas trop envie de finir en tôle pour ça. Donc ce que je lui conseille, c'est de contacter Solipam. Donc solipam.fr, ça c'est facile. Elle va avoir au téléphone une assistante sociale et une sage-femme. Après, on va l'intégrer dans le réseau. Solipam est un réseau secondaire qui permet de faire en sorte que les femmes précaires, on essaie de les loger avec un hébergement le plus stable possible. Donc on travaille avec le SAMU social, on travaille avec Médecins du Monde, on travaille avec la Croix-Rouge. On a des zones d'hébergement et on essaie d'arriver à la poser sur une maternité, si possible près de son lieu d'hébergement. Donc voilà, elle fait ça. Sinon, le bon plan, c'est d'aller contacter une maternité assez simple près de chez elle, donc de l'assistance publique si c'est Paris ou autre. Mais voilà, Solipam, c'est dans Paris. Donc solipam.fr, c'est facile. Il y a les numéros de téléphone et elle appelle de ma part sans aucun problème. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Ce chat est terminé. Déjà? Ah oui. Attends, c'est passé trop vite. Là, vous avez répondu pourtant à beaucoup de personnes déjà. Donc on vous remercie pour cette heure que vous avez consacrée à toutes ces femmes. Et puis on vous donne rendez-vous peut-être sur un prochain chat. Voilà, si vous voulez, pourquoi pas. Et à la semaine prochaine pour tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.